Alors, mon mémoire porte essentiellement sur le processus d'accommodation linguistique chez deux communautés francophones, donc les communautés du Québec et de la Belgique. Les études concernant le phénomène de l'accommodation linguistique, plutôt rare dans le domaine francophone, portent presque exclusivement sur l'interaction des francophones de l'extérieur de la France, donc notamment du Québec ou de la Belgique, avec des francophones de la France. Donc, de ces travaux-là, il se dégage une tendance générale voulant que les Québécois et les Belges s'accommodent aux Français en interaction. Puis, il y a aussi le fait que la grande majorité des études sociolinguistiques portant sur l'accommodation linguistique entre francophones se sont concentrées sur la variation phonétique plutôt que sur la variation lexicale. Donc, moi, je cherche vraiment à remplir ce vide-là en me penchant sur la variation lexicale des francophones du Québec et de la Belgique quand ils sont en interaction. Comme vous l'avez peut-être remarqué, ma recherche s'inscrit dans la théorie de l'accommodation linguistique, puis aussi l'insécurité linguistique qui entre en jeu. Donc, élaborée par Howard Giles dans les années 70, la théorie de l'accommodation linguistique tire son origine du milieu de la psychologie sociale et aussi des recherches sur la similarité et l'attraction. Donc, ces recherches partent de la prémisse du fait que un individu peut se faire percevoir plus favorablement quand il réduit les différences qu'il observe entre lui et l'autre. Eh bien, pour ce qui est de l'accommodation linguistique, c'est un peu la même chose. Un locuteur évite de façon consciente ou non certains usages, certaines formes linguistiques qu'il croit peu ou pas utilisées par son interlocuteur, pour plutôt se tourner vers un usage jugé attendu de la part de l'interlocuteur, justement. Donc, à ce titre-là, il est important de préciser que ce n'est pas le signe d'un mimétisme, mais plutôt la volonté de la part du locuteur de se rapprocher le plus possible de son interlocuteur. Puis, il y a aussi le fait que cette théorie-là s'inscrit vraiment dans un contexte où deux inconnus interagissent ensemble, mais deux inconnus qui n'ont pas la même variété de langue. Donc, ici, la même variété de français. Pour ce qui est de l'insécurité linguistique, Michel Francard définit le sentiment d'insécurité linguistique principalement par le fait qu'il y a prise de conscience chez le locuteur d'une distance entre son idiolecte ou son sociolecte et une langue qu'il reconnaît comme légitime parce qu'elle est celle de la classe dominante ou celle d'une communauté où l'on parle un français pur, non abattardi par l'interférence avec une autre langue, par exemple, ou encore celle de locuteurs fictifs détenteurs de la norme linguistique véhiculée par l'institution scolaire, notamment. Encore une fois, il faut préciser que le sentiment d'insécurité linguistique est un sentiment qui n'est pas binaire, mais plutôt qui se situe sur un continuum. Puis il y a aussi la crainte d'être incompris qui est très présente dans le processus d'accommodation linguistique. Donc, je fais l'hypothèse que, en fait, non, les objectifs avant. Dans le cadre de ma recherche, j'ai pour principaux objectifs, un, d'identifier le groupe qui s'accommode le plus à l'autre. Donc, est-ce que c'est les Québécois ou les Belges qui s'accommodent le plus? Et deux, d'identifier les facteurs qui favorisent le plus l'accommodation linguistique. Donc, pour ma part, j'ai pour principale hypothèse que ce seront les Québécois qui vont s'accommoder le plus aux Belges, notamment par le fait que les Québécois sont peut-être plus sensibles, plus conscients de leurs particularismes, lexicaux dans notre cas. Et deux, pour ce qui est des facteurs en jeu, je pense que le facteur du tour joué, donc ça, je vais vous l'expliquer plus tard, mais le facteur du tour joué par les participants va impliquer une accommodation plus grande. Puis aussi le fait que, en fait, il va y avoir des images dans le processus. Donc, chaque image va peut-être teinter le taux d'accommodation linguistique. Donc, vous allez voir de quoi je parle tout à l'heure. Cependant, par rapport aux images, par exemple, quand je vais vous les montrer, il va y avoir le chiffre 70, 90 qu'on dit au Québec. En Belgique, on dit 70, 90. C'est quand même assez connu quand même à travers la francophonie. Donc, quand on voit le chiffre 70 puis qu'il y a un Belge, peut-être que c'est plus tentant de dire 70 immédiatement pour un Québécois. Ces hypothèses-là vont évidemment dans le sens de la hiérarchie linguistique présente dans l'imaginaire linguistique des francophones.
Donc, pour réaliser mon projet, je me suis appuyée sur la méthodologie de Swerts et collègues publiée en 2021. En fait, cette recherche-là se base sur 3 mémoires de maîtrise. Puis, dans cette recherche-là, en fait, les auteurs ont observé le comportement linguistique des Flamands de la Belgique et des Néerlandais aux Pays-Bas, qui ont tous le néerlandais comme langue maternelle. Puis, leur méthode d'enquête, en fait, consistait à faire participer des paires de participants, donc un Néerlandais avec un Flamand, à un jeu de société similaire à la bataille navale, mieux connu sous le nom anglais de Battleship. Puis, le jeu de société intégré dans l'enquête avait pour principe de faire placer des images sur la grille de l'autre en nommant chacun son tour les images en jeu. Dans le cadre de ma méthode, l'enquête est sensiblement la même, donc ça se déroule en 3 temps. Il y a d'abord une période de préparation destinée à expliquer les règles du jeu aux participants puis à vérifier que ces consignes-là sont bien comprises. Mais ensuite, il y a l'expérience à proprement parler, donc composée d'une partie de 2 manches du jeu de société de bataille navale que se disputent les paires de participants. Donc moi, ça va être du côté francophone, donc un Québécois avec un Belge. Puis enfin, il y a un bref questionnaire à la toute fin pour, en fait, recueillir les impressions des participants en ce qui concerne les ajustements linguistiques de leur adversaire, leurs propres ajustements linguistiques aussi, mais surtout à recueillir leurs usages spontanés, habituels dans la vie de tous les jours pour connaître un peu, pour pouvoir faire la correspondance, en fait, entre l'usage spontané et l'usage réellement fait pendant l'interaction avec l'autre locuteur. Puis l'enquête se déroule virtuellement, donc par Teams. Chacun est dans son propre pays, donc le Québécois au Québec et le Belge en Belgique. Puis tout est enregistré, donc après moi, je retranscris chaque participation. Au total, il y a 20 images en jeu qui sont facilement identifiables. Donc, parmi ces 20 images-là, il y en a 14 qui varient diatopiquement, lexicalement, puis il y en a 6 qui renvoient à des distracteurs, donc qui ne varient pas, seulement pour brouiller un peu la piste de mon projet. Puis, pour chacune des manches, donc on se rappelle, il y a 2 manches, donc il y a 10 images qui sont en jeu, 7 qui varient lexicalement et 3 qui sont des distracteurs. Donc, pour former les paires de participants de nationalités différentes, j'ai recruté au total 32 participants âgés de 20 à 27 ans environ, qui ont le français comme langue maternelle, c'est-à-dire 16 Québécois et 16 Belges. De plus, pour obtenir un groupe plutôt homogène, les participants sont tous des étudiants universitaires et chaque groupe linguistique, donc les Québécois et les Belges, sont issus d'une même institution scolaire. Donc, les Québécois proviennent de l'Université de Sherbrooke, puis les Belges proviennent de l'Université catholique de Louvain. J'ai d'ailleurs fait appel à une étudiante en Belgique pour le recrutement des participants belges, mais aussi pour le déroulement de l'expérience, puis pour la passation du questionnaire. Donc, je tiens à faire un remerciement tout spécial pour Amandine P. qui m'a bien aidée dans tout ce processus-là. C'est vraiment gentil de sa part. Donc, merci. Puis, enfin, pour chaque groupe linguistique, la moitié sont des hommes et l'autre des femmes. En ce qui concerne les équipes, il y a donc 16 équipes de 2, c'est-à-dire 8 équipes qui sont assignées majoritairement à des particularismes strictement belges, puis 8 équipes qui sont assignées à des particularismes strictement québécois. Puis tout en tenant compte aussi du facteur du sexe selon l'équipe, donc des équipes hommes-hommes, des équipes femmes-femmes, des équipes hommes-femmes, puis femmes-hommes pour l'origine géographique de chacune des 2 équipes. Donc ici, vous pouvez voir la mise en jeu pour les 8 équipes qui jouent majoritairement avec des particularismes strictement belges. Donc, par exemple, je peux vous montrer le 70 et le 90, par exemple, qui se dit 70 et 90, mais il y a aussi le stylo qu'on dit bic habituellement ou serviette qu'on dit essuie là-bas. Ici, c'est les 8 équipes qui ont joué avec des images qui sont majoritairement des particularismes strictement québécois. Je dis majoritairement parce qu'en fait, dans les 2 versions, il y a quand même des images qui sont à la fois des particularismes belges et québécois. Donc ici, pour les particularismes strictement québécois, il y a par exemple la gomme effacée que nous on dit efface ou encore le casse-tête, donc puzzle. Mais c'est ça, ceux qui sont à la fois québécois et belges, il y a par exemple le cartable,
farde ou classeur en France, ou encore le porte-poussière qu'on dit ramassette en Belgique, mais ramasse-miettes, je crois, en France. Je m'en souviens plus. Donc, je vais laisser ça ici, comme ça, vous allez pouvoir mieux comprendre, en fait, comment le jeu se déroule. Il y a les carrés rouges et les carrés verts. Ça, les participants les placent tout de suite quand ils rentrent dans la salle. C'est tout au long de mon explication au début, là, quand je parle de comment le jeu va se dérouler, bien là, ils placent leur carré rouge et leur carré vert. En fait, ce sera pas long. Donc, pour ce qui est du jeu de société en tant que tel, l'objectif du jeu, c'est d'accumuler le plus de points. Donc, si le joueur 1 place une image sur la grille de l'autre puis que ça tombe sur un carré vert, bien, ça lui donne un point. Puis si ça tombe sur un carré rouge, ça lui enlève un point. Donc, comment ça se déroule? En fait, c'est que du côté gauche, bien là, le joueur 1 dit « place le cœur au D4 ». Bien là, le joueur 2 va placer le cœur au D4, puis il va signaler si c'est un carré rouge, un carré vert ou si c'est vide. Puis, le joueur 1 va faire placer les 10 images, une à la suite de l'autre au joueur 2. Une fois que ça s'est terminé, le joueur 2 reprend ces 10 images-là puis les place sur la grille de son adversaire, donc du joueur 1. Puis, une fois que la manche 1 est faite, bien là, ils vident tout leur jeu, replacent les carrés rouges et les carrés verts, puis là, la manche 2 se déroule et là, les rôles sont inversés. Donc, si c'est le joueur 1 qui a commencé pour la manche 1, bien là, c'est le joueur 2 qui commence pour la manche 2. Et voilà. Ensuite, ça, c'est justement toute mon explication pendant la phase de préparation quand j'explique le jeu de société. Ça, c'est le petit questionnaire distribué à la fin de l'expérience qui me permet en fait de mieux comprendre le comportement linguistique de mes participants. C'est vraiment dans un but d'analyse qualitative plus que quantitative, expliquer justement mes données quantitatives. On pourra y revenir par la suite si ça vous intéresse. Donc, les résultats. Je vous présente d'abord un aperçu global des résultats en ce qui concerne le taux d'accommodation et de non-accommodation chez les Québécois et les Belges. Donc, on peut voir que les Belges s'accommodent plus que les Québécois. Donc, ça va à l'encontre de mon hypothèse de départ. Cet écart s'explique de deux manières, en tout cas jusqu'à présent. D'abord, parmi mes participants québécois, il y a une Québécoise tout particulièrement qui a décidé de montrer systématiquement les images à la caméra parce qu'il se voyait, la caméra n'était pas cachée. Donc, elle montrait les images, puis en montrant les images, elle ne se sentait pas obligée de changer sa façon de parler parce que c'était clair comme conversation. Donc, ça a comme réduit les possibilités d'accommodation à ce niveau-là. Puis, il y a aussi le fait que je vous présente ici que la moitié de mes données. Dans le fond, je vous présente les 8 équipes qui ont joué avec des particularismes strictement belges. Donc, à ce niveau-là, ça montre quand même que les Belges sont conscients de leurs particularismes et tendent à s'accommoder plus que les Québécois, vu que c'est des particularismes qui sont belges. Mais ça reste quand même à valider avec mes 8 autres équipes qui ont joué avec des particularismes strictement québécois. Donc, à ce niveau-là, j'imagine que les résultats vont peut-être s'équilibrer une fois que les 8 autres équipes seront dans mes données. Ensuite, je vous présente maintenant un tableau en lien avec le facteur du sexe, simplement parce qu'on sait qu'en sociolinguistique variationniste, il a été maintes fois démontré que les femmes et les hommes n'ont pas le même rapport avec la langue. Eh bien, dans mon cas, même si le résultat n'est pas si significatif que ça, il y a quand même une petite différence entre les hommes et les femmes, surtout en ce qui concerne les Québécois. Donc, on se rappelle en plus, la Québécoise qui montrait ses images ne s'accommodait pas, mais se retrouve quand même dans l'encadré en bleu. Donc, imaginez si cette participante-là s'était en plus accommodée, il y aurait eu encore une différence encore plus grande. Donc, voilà. Autre résultat. Ça, je ne vous l'ai pas encore expliqué, mais j'ai décidé de ajouter un sous-niveau d'accommodation. Donc, l'accommodation linguistique, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. En fait, c'est que ça se situe sur un continuum encore là. J'ai décidé de séparer ça en 3 grandes catégories. En fait, il y a l'accommodation complète, par exemple avec le mot cartable, farde, classeur, là, où on met des feuilles de cartable, lignées de classeur, bref. Cette image-là, je vais prendre toujours cette image-là pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, pour l'accommodation complète, par exemple, un Québécois qui dit tout de suite « farde », bien là, ça, c'est de l'accommodation complète. Ensuite, pour l'accommodation complémentaire, bien là, le Québécois pourrait dire « farde »,
cartable, bien là, il utilise à la fois son mot et le mot de l'autre, donc ça, c'est complémentaire. Ou encore aussi, dans complémentaire, il pourrait avoir cartable rouge. Donc, il utilise son mot, mais il rajoute aussi un petit indice pour faire deviner à l'autre plus facilement. Puis ensuite, il y a l'accommodation réactive qui, elle, en fait, c'est le Québécois qui dit cartable, et là, le Belge ne comprend pas, donc répond vraiment avec une réaction, dit « Je ne comprends pas, peux-tu m'expliquer, peux-tu me donner des détails? » ou donc là, le Québécois essaie de faire deviner le mot plus facilement, donc en utilisant par exemple le mot de l'autre ou encore en utilisant un adjectif ou en le décrivant. Donc, bien, on met des feuilles dedans et tout. Donc ça, c'est accommodation réactive. Donc, en ce qui concerne mes résultats pour ça, eh bien, on peut voir que c'est l'accommodation complémentaire qui est le plus utilisée. Ça s'explique de deux manières, jusqu'à maintenant en tout cas. D'abord, quand le participant ne connaît pas le mot ou ne se souvient pas du mot que l'autre a utilisé, bien là, c'est plus facile pour lui de se tourner vers ce type d'accommodation-là parce qu'il fait juste ajouter un élément descriptif à son usage. Donc, il utilise quand même cartable, mais il décide de mettre une petite description. Donc, c'est quand même simple. Puis, il y a aussi le fait que utiliser son terme et le terme de l'autre, donc cartable, farde, bien, ça lui permet de à la fois garder une communication claire, mais aussi conserver son identité sociale, personnelle, parce que l'accommodation linguistique, c'est quand même un bris de son identité pour aller essayer de rejoindre l'autre. Donc, en utilisant à la fois son terme et le terme de l'autre, il n'y a rien qui est brisé. Donc, on peut dire qu'il a le beurre et l'argent du beurre. Donc, comme je le laissais supposer aussi dans mes hypothèses, le tour joué par les participants, donc on se souvient, il y a 2 manches. Puis, pour les 2 manches, chacun a un tour. Donc, tour 1, tour 2, puis tour 3, tour 4. Eh bien, en ce qui concerne les tours 2 et tour 4, on peut voir que ces 2 tours-là sont quand même plus significatifs que les tours 1 et 3. Mais quand on se tourne vers chacun des tours, on peut voir que le tour 4 est quand même encore plus flagrant que pour ce qui est du tour 2. Ça laisse supposer... 2 minutes? Okay. Ça laisse supposer que plus la conversation est longue, sur une longue période, plus le participant tente de se rapprocher de l'autre. Donc, il existe quand même comme un lien de confiance qui s'installe entre les deux. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, pour ce qui est de l'adversaire, bon, vu qu'il reste 2 minutes, je vais passer à celui qui est le plus important pour ce qui est des images. Donc, pour ce qui est des images, ça aussi, j'en avais parlé dans mes hypothèses. Les flèches rouges, ça, c'est les images qui sont des particularismes strictement belges, 70, 90, stylo et tout ça. Donc, pour ce qui est de ça, on peut voir que les Belges s'accommodent quand même beaucoup plus pour ces images-là, ce qui vient confirmer mon hypothèse. Il y a 2 images qui sont quand même particulières que les Québécois s'accommodent quand même beaucoup. Chaudron, casserole, et baby-foot kicker en Belgique. En fait, c'est que casserole est aussi dans notre répertoire au Québec, fait que les Québécois avaient peut-être moins l'impression de se départir de leur identité quand ils utilisaient casserole, donc ils ont eu tendance à s'accommoder quand même pas mal. Puis pour ce qui est de kicker baby-foot, souvent les Québécois pensaient que baby-foot était un anglicisme, donc n'était pas l'usage attendu de la part du Belge, donc ils utilisaient souvent soccer de table et tout ça. Mais en fait, en Belgique, on n'utilise ni l'un ni l'autre, on utilise beaucoup plus kicker ou sinon baby-foot. Mais en France aussi, c'est baby-foot, donc c'est quand même intéressant de ce niveau-là. Il y a comme eu de la suraccommodation. Puis enfin, pour ce qui est des résultats, les résultats en mauve, bien là, ça, c'est que les 2 ont vraiment eu tendance à s'accommoder. Donc, voilà. Pour ce qui est des images, je pense qu'il y a vraiment une petite tendance selon l'image, les gens ont tendance à s'accommoder plus que d'autres images. Donc, j'ai fini. Bien que je vous ai présenté que la moitié de mes résultats, je pense qu'il y a quand même certaines tendances qui tendent à se dégager. Surtout au niveau de l'effet du type de sous-niveau d'accommodation. On se souvient, l'accommodation complémentaire est quand même assez significative. Il y a aussi l'effet du tour joué, donc le tour 4 est quand même assez important aussi.
Puis l'effet de l'image en jeu, ça reste quand même à valider avec les images qui sont strictement des particularismes québécois. Donc, ça sera à valider avec les autres données. Donc, voilà, ça, c'est mes références et je vous remercie.